à mon ami cher qui habite le monde d'à côté. Je t'écris sans détour, parce que j'ai besoin de te raconter quelque chose d'étrange, mais vrai pour nous, ici. J'ai appris à mes dépens que prononcer un mot peut changer la pièce où je me tiens. Ce n'est pas une métaphore, c'est une règle silencieuse qui gouverne nos gestes et nos silences. La première fois que cela m'est arrivé, je voulais seulement nommer une couleur nouvelle que j'avais imaginée. J'ai dit ce mot en riant, et la lumière a pris la teinte que j'avais décrite. Il y a eu un moment de joie franche, où ma main a pu toucher quelque chose qui n'existait pas quelques secondes plus tôt. Puis la peur est venue, parce que la lumière avait une odeur et des traces que personne n'avait demandées. Ici, nous apprenons tôt à mesurer les mots comme on mesure l'eau que l'on verse. Les enfants jouent avec des syllabes, comme d'autres jouent avec des billes, mais les jeux deviennent vite sérieux. Les écoles enseignent à composer et à sculpter des phrases, comme on apprend la couture ou la menuiserie. Il existe des ateliers où l'on aiguise les verbes et où l'on polit les noms pour éviter les éclats. Les mots ont un poids social que nous portons chacun, comme une petite monnaie. Certaines familles possèdent des mots hérités qui protègent la maison ou apportent la chaleur. D'autres familles vivent avec des silences qui protègent autant que les mots. Il y a des boutiques où l'on achète des néologismes pour des fêtes, pour des rituels, pour des remèdes d'âme. On vend parfois l'ombre d'un mot et l'on promet la consolation pour peu de monnaie. Les plus riches peuvent s'offrir des mots rares qui prolongent la mémoire d'un être cher. Les pauvres apprennent à troquer des expressions pour garder un toit ou une saison douce. Nous avons des lois qui régulent la naissance des mots pour limiter les dommages collatéraux. Un mot mal constitué peut effacer une pierre, une rue ou une chanson entière. Les tribunaux examinent l'intention, la diffusion et la gravité de l'effet pour juger les incidents linguistiques. Il y a des procès qui durent des années et qui laissent des doigts vides sur des registres brûlés. Les juges portent des lunettes lourdes et lisent à voix haute les définitions pour éviter qu'elles ne s'animent. Parfois, la justice elle-même se trompe et prononce des mots qui oublient des peuples entiers. Dans ces heures, des poètes clandestins créent des contre-mots pour recoudre les mémoires arrachées. Ces poètes travaillent dans l'ombre et parlent dans murmures qui ne réveillent pas les lois. Ils maîtrisent l'art délicat d'empêcher un mot d'entrer en force sans inventer de nouveaux tyrans. Les résistants linguistiques ne cherchent pas seulement à détruire, ils reconstruisent des récits et des ponts. Ils savent que supprimer un mot peut laisser un vide plus dangereux qu'un mensonge. J'ai rencontré une traductrice qui pleurait chaque matin avant d'ouvrir ses pages. Elle m'a dit que traduire ici, c'est toujours choisir quel monde survivra. Elle gardait sur son bureau un petit carnet de mots non traduits que personne n'ose prononcer. Les rituels de traduction incluent l'accord de témoins et des chants qui stabilisent les équivalences. C'est un travail de paix fragile qui demande patience et modestie. Les scientifiques de notre monde ont dû repenser leurs méthodes de recherche. Les laboratoires mènent désormais des expériences avec des lexèmes temporaires et des procédures strictes. Un protocole mal formulé peut faire apparaître un composé qui désorganise les expériences voisines. Nos universités enseignent l'humilité comme une compétence expérimentale. Nous avons appris à écrire des hypothèses qui se disent sans consumer la question posée. Il y a des conférences où l'on débat pendant des heures pour décider du statut d'un concept. On y discute de l'éthique des mots comme d'autres discutent de la sécurité des machines. La recherche devient moins fière, mais plus prudente dans ses conclusions. Pourtant, malgré les garde-fous, des accidents arrivent encore. Une fois, un instituteur a inventé un mot pour apaiser une classe turbulente. La paix est venue, et la classe a cessé de se souvenir des raisons de son agitation. À la maison des familles, l'on garde des dictionnaires griffonnés qui racontent des histoires effacées. Les mémoires oubliées se retrouvent parfois sur de vieux papiers jaunis, comme des fleurs pressées. Nos artistes jouent un rôle étrange ici, ils sont à la fois créateurs et censeurs. Un peintre a vendu un mot pour une exposition et la salle a été remplie d'objets qui parlaient. Les objets racontaient des choses que personne n'avait voulu entendre, et l'exposition a fait scandale.
Les auteurs de théâtre écrivent des pièces où les répliques défont les décors et libèrent les acteurs. Le public rit et pleure en même temps, car l'étrangeté devient familière sous nos yeux. Les marchands de mots ont inventé des contrats de précaution pour limiter les effets indésirables. Ces contrats indiquent la portée, la durée et les témoins nécessaires. Certains contrats sont rédigés en langage de bois pour empêcher toute magie brusque. D'autres sont courts, poétiques et laissent des marges d'interprétation dangereuses. Les jeunes préfèrent souvent la marge, car elle rend les mots plus libres et plus vivants. Ils prennent des risques et parfois ils sauvent des communautés avec leurs inventions verbales. J'ai vu une jeune fille créer un mot qui a transformé un terrain vague en jardin partagé. Les voisins ont pleuré en plantant ensemble ce que le mot avait fait pousser. Ce jardin est devenu un lieu de rencontre et de rire, et le mot s'est transmis comme une mélodie. Mais un mot peut aussi être une arme, et certains l'utilisent pour dominer. Des gouvernements tentent parfois de monopoliser des racines pour contrôler des histoires nationales. Ces monopoles conduisent à des résistances et à des marchés noirs de syllabes. J'ai connu un réseau secret qui échangeait des mots de liberté contre des recettes et des outils. Ils opéraient la nuit et laissaient des traces discrètes pour que d'autres sachent où frapper. Les membres de ce réseau m'ont appris que la prudence peut être créative et jolie. Ils m'ont aussi appris que l'amour peut se dire de mille façons sans créer de danger. L'amour dans notre monde a besoin d'accords explicites pour ne pas se transformer en promesses littérales. Les couples signent parfois des paroles qui se verrouillent et se déverrouillent avec des témoins. Cela garantit la liberté de ne plus être ce que l'on a prononcé pour l'autre. Pourtant, malgré tout cela, la tendresse reste la chose la plus simple et la plus sincère. J'ai reçu, un matin, un mot qui n'était pas destiné à être puissant. Il a seulement rendu la tasse de thé plus chaude et le chat plus doux. Ce sont ces petites transformations qui nourrissent nos jours et qui n'apparaissent dans aucun registre. Elles nous rappellent que la vie ne se réduit pas à des lois, mais qu'elle tient à des gestes humbles. Nous avons aussi des collectifs qui préservent des mots anciens pour ne pas perdre des mondes. Ces collectifs lisent, chantent et les gardent les nuances comme on garde des graines rares. Ils ferment parfois des mots au coffre pour éviter les usages impurs. Mais quelques mots passent entre les mains et se sauvent lentement. J'admire ces gardiens pour le respect des histoires qui nous font humains. Parfois, je pense à vous et à la chance que vous avez de pouvoir dire sans craindre tant. Et puis, je me ravise, car je sais combien vos silences portent aussi de puissances secrètes. Vous pouvez refuser un mot sans que la loi n'intervienne, et c'est un trésor. Ici, la liberté a un coût que peu peuvent payer sans aide mutuelle. Je voudrais vous donner un conseil simple, comme on donne une écharpe en hiver. Si vous inventez quelque chose, commencez par le nommer pour vous seul. Essayez-le dans votre tête, partagez-le avec une personne de confiance, écoutez les conséquences imaginaires. Si vous sentez la joie vraie, mettez des gardes et des témoins avant de le dire plus fort. Si vous sentez la rancœur ou le désir d'effacer, abstenez-vous ou trouvez une autre forme. Les mots qui guérissent prennent souvent du temps pour se former. Les mots qui blessent sont parfois rapides et beaux, et ce sont les plus dangereux. J'ai appris à inventer des mots de précaution, des mots qui apaisent sans figer. Ces mots sont invisibles au registre et merveilleux dans les rencontres. Je veux vous raconter une histoire étrange et douce pour finir. Une vieille femme a prononcé un mot pour appeler sa mère disparue. À la place d'un fantôme, une étagère pleine de recettes est apparue. La femme a pleuré en feuilletant les papiers et a trouvé des plats qu'elle n'avait jamais goûtés. Les voisins ont partagé un dîner improvisé et la mémoire est devenue un repas. La recette n'a pas rendu la mère vivante, mais elle a rendu la cuisine habitée. C'est ainsi que parfois, la chair n'est pas ce qui revient, mais la chaleur reste. J'aime penser que nos gestes parlent et que les mots peuvent offrir des repas partagés. Il y a aussi des leçons cruelles que nous n'oublions pas. Quand un mot efface une histoire, il laisse derrière lui une absence que rien ne remplace. Les absences deviennent des tâches que l'on apprend à reconnaître et à nommer autrement.
Les enfants qui grandissent ici peuvent apprendre la commisération comme une discipline. Et ils apprennent à demander avant de nommer, et à demander encore si l'autre est d'accord. Ils jouent à des jeux de consentement où personne ne subit la création d'un objet imposé. Ces jeux les rendent sages et malins, et ils inventent des mots qui respectent. Parfois, je me demande si notre monde est plus brave ou plus fragile que le vôtre. Je crois qu'il est les deux, selon l'usage que l'on fait des mots. Je vous écris aussi pour vous demander de garder un peu d'imagination prudente. Ne prenez pas l'idée pour un ordre, et ne la transformez pas en peur. La prudence peut être une manière d'aimer les possibles sans les posséder. Si un jour nos mondes se rencontrent vraiment, j'espère que nous saurons rire des maladresses. J'espère surtout que nous saurons partager des jardins, des recettes et des chansons. Pour finir, laisse-moi te dire merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'ici. Si tu as aimé ce récit, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour recevoir la suivante. Laisse un commentaire avec le mot que tu inventerais et pourquoi tu le choisirais. Si tu veux soutenir notre travail, utilise le code cœur en bas à droite ou le lien dans la description pour faire un don. Tu trouveras aussi dans la description des liens vers d'autres séries différentes de celle-ci. Merci encore de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle lettre depuis mon monde voisin. Avec tendresse, ton ami qui habite le monde à côté.